Frase de Fidel que ustedes insertaron en uno de los palcos de este recinto. Los que fuimos en las horas de mortal peligro, sepamos serlo también en la producción. Sepamos ser trabajadores de patria o muerte. Mais afin de convaincre le peuple de la justesse de ses idées, plutôt que de débattre sans fin et de lancer éternellement de grands appels, Che Guevara décide de mettre en pratique ses idées. Et lui qui a toujours cru à l'émulation, de montrer l'exemple. Dès le début, en tant que dirigeant, il a toujours donné l'exemple. Il n'a jamais demandé à qui que ce soit de faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire lui-même. Pour pouvoir être exigeant avec le peuple, et le Che était exigeant avec les Cubaines et les Cubains, il leur demandait de travailler beaucoup, d'étudier beaucoup, d'être prêt à défendre la patrie. Pour pouvoir être exigeant, il faut disposer de l'autorité morale et de la légitimité nécessaires. Et on ne peut acquérir cette autorité morale et cette légitimité qu'en prêchant, par exemple. C'est surtout dans le travail volontaire, qui est réalisé de manière bénévole, sur son temps libre, en plus de son travail quotidien et de ses autres tâches, et qui est selon lui l'école de l'homme nouveau, que Che Guevara donne l'exemple. Une image valant parfois mieux que de longs discours, il laisse venir à lui les caméras. El comandante Ernesto Guevara, ministro de Industrias, se destaca en el trabajo voluntario, en el que participan 1.500 trabajadores que han producido 40.450 metros de telas en 9.090 horas, además de la labor de reparación de los telares y limpieza de las máquinas. Et voilà comment, pendant 2 longues années, s'étalent sur tous les écrans ces images d'un ministre payé un salaire de secrétaire, ne bénéficiant d'aucun avantage, qui en plus les samedis et les dimanches montre encore l'exemple en coupant la canne, en montant des murs ou en tissant des étoffes, et s'efforce d'être à la ville comme à la scène, le vivant reflet de l'homme nouveau. On ne peut pas dire qu'il posait, mais il autorisait les photographes à le suivre. Il était tout à fait conscient que cet aspect était primordial pour la révolution. S'il voulait pouvoir demander aux autres de faire certaines tâches, de se consacrer corps et âme à la révolution, il devait le faire lui aussi et montrer qu'il le faisait. Aucune vanité ici, point de mise en scène. Ces images n'ont pas pour vocation de bâtir une nouvelle idole, d'élever un quelconque culte de la personnalité, ni même de faire plus simplement de la communication, comme on appelle aujourd'hui la propagande de basse intensité. Le ministre de l'Industrie participe aux efforts du peuple et ne se ménage pas. C'est de l'information. Car quand les caméras s'arrêtent de tourner, le Che, lui, continue. Le Che a débarqué au port de la Havane et il a commencé à aider à décharger un bateau. Tous les Cubains autour de lui étaient convaincus qu'il allait faire ça quelques minutes et ensuite vaquer à ses occupations, poursuivre son chemin. Et quelle a été leur surprise lorsqu'ils se sont rendus compte que le Che restait plusieurs heures et il a attendu que le dernier sac soit débarqué pour pouvoir partir. Mais à Cuba, des dents commencent à grincer. Les bureaucrates se sentent mis à l'index et certains dirigeants qui bénéficient de privilèges souffrent de l'ombre portée par le Che. Personne ne le reconnaît vraiment aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait beaucoup de ressentiment à l'égard du Che. À la fin, c'est Fidel Castro qui a mis un terme à ce débat, en se prononçant pour les stimulants matériels. Et ça a clos ce débat, pourtant constructif, que le Che avait avec les communistes orthodoxes et les Cubains sur la manière de faire avancer les choses. Si Che Guevara a perdu cette nouvelle bataille sur le plan économique, sur le terrain médiatique, c'est lui qui sort vainqueur. Son image rayonne. Quand fin 1964, il est question de prendre la parole lors de la nouvelle Assemblée générale des Nations Unies, c'est donc naturellement Che Guevara que Fidel Castro envoie à New York.
et le discours retransmis en direct à la télévision que Che prononce à la tribune permet soudain au grand public de découvrir cet homme qui semble incarner à lui tout seul la révolution. Le Che, en battle dress, vert olive, monte à la tribune et lance un énorme réquisitoire contre les États-Unis, contre l'impérialisme des États-Unis et une espèce de péant, de hymne à l'indépendance des pays du tiers-monde. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo. Esa proclama es patria o muerte. Il a parlé avec passion. Sa présence médiatique a été impressionnante. Oui, c'est le moment où il a été le plus exposé sur la scène internationale. C'est vraiment à ce moment qu'il a atteint l'apogée de son autorité publique. Alors le Che se transforme. Il devient non seulement un grand dirigeant révolutionnaire, mais encore un véritable leader global. Car dans ce milieu des années 60, le monde est en ébullition. En Amérique latine, la révolte gronde partout. En Afrique, près de 20 pays viennent de se libérer du joug du colonialisme. Et en Asie du Sud-Est, les combattants vietnamiens opposent une résistance héroïque aux États-Unis d'Amérique. Face à cela, l'Union soviétique, qui a opté pour la détente, laisse les révolutionnaires livrés à eux-mêmes. Cuba, et notamment Che Guevara, qui depuis le début apportent leur soutien technique et militaire au peuple en lutte et représentent un exemple, sont de plus en plus sollicités. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après son discours à l'ONU, le Che enchaîne une nouvelle fois les déplacements à travers le monde. Mais cette fois en direction principalement des nouveaux États, comme c'est le cas en Afrique, dont le Che visite au début de l'année 1965 près d'une dizaine de pays. Il pensait que le nouvel homme socialiste pouvait émerger de ce mouvement extraordinaire, dans lequel de nombreux pays venaient de naître, et dans lequel un nouveau genre de socialisme était possible. Mais alors qu'il commençait à être connu de tous, qu'il pouvait enfin faire entendre la voix des peuples en lutte dans l'arène médiatique et promouvoir ses idées sur la scène internationale, comme ici à Alger, dans ce qui reste sa dernière apparition publique et dont voici les seules images filmées, soudain, sa trace se perd. Che Guevara disparaît de la scène internationale. Voilà un ministre du gouvernement révolutionnaire qui arpentait la scène internationale, qui avait rencontré tous les plus grands chefs d'État, qui appelait à l'action en Afrique, en Asie, en Amérique latine, qui était associé avec toutes les luttes de guérilla autour du monde et qui soudain disparaît. Que s'est-il passé? On a souvent dit que c'est l'URSS, qu'il avait accusé d'être une puissance impérialiste comme les autres, qui aurait exigé son éviction de la direction révolutionnaire cubaine. On a évoqué à tort cette conversation houleuse de plus de 40 heures avec Fidel Castro qui aurait précipité son départ. On ne sait presque rien. Ce dont on est sûr en revanche, c'est que depuis longtemps déjà, et encore plus maintenant que la révolution cubaine lui semblait consolidée, Che Guevara voulait reprendre les armes, les vraies, et poursuivre la lutte militaire contre l'impérialisme américain. C'était imminent. Il avait ce désir de retourner sur le champ de bataille, de revenir à ce moment de pur idéalisme qu'il avait vécu tous les jours dans la Sierra Maestra, quand il vivait son idéal au quotidien. Et c'est d'ailleurs ça qui lui plaisait dans la guérilla. Pour quelqu'un qui se considère comme un révolutionnaire, c'est une expérience inégalée. Parce qu'en dehors du champ de bataille, il faut faire des compromis,
avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ceux qui sont vos adversaires, plus ou moins proches. Et c'est à ça que le Che essayait d'échapper. Exactement comme lorsqu'il allait faire du travail volontaire le dimanche. Il voulait retourner sur le champ de bataille, retourner sur le front et vivre par l'exemple. Et dans le mystère qui l'entoure alors, le Che se convertit peu à peu en légende. Si dans ses précédentes batailles son image était une arme, c'est désormais son absence qui constitue une menace encore plus grande. Son portrait, saisi au lendemain de l'attentat de la Coubre, n'est plus celui d'un homme, mais celui d'un spectre. Et Fidel Castro et la direction révolutionnaire l'utilisent. On l'affiche partout lors de la grande conférence tricontinentale qui rassemble tous les mouvements de lutte du tiers-monde en cette année 1966. Son surnom est sur toutes les lèvres. Los pueblos de América Latina cuentan con la experiencia, la capacidad y el talento de un hombre que se ha convertido en una de las más grandes pesadillas del imperialismo. El comandante Ernesto Che Guevara. Tout le monde sait qu'il doit être quelque part en train de se battre, et bien sûr, les services de renseignement se mettent à sa recherche. Partout où il apparaissait, il alarmait tous les services de renseignement du monde. Tous cherchaient à savoir ce qu'il faisait. Si on ne le trouve pas, c'est que son image était devenue pour lui le principal danger. Afin d'échapper à la traque, Che Guevara avait dû redevenir un anonyme. Parti au Congo d'abord, il lui avait fallu faire profil bas. Interdit de monter au front, il devait rester à l'écart pour ne pas que la couleur de sa peau n'attire l'attention des autorités. Puis en prenant la tête d'un foyer guérillero dans le sud de la Bolivie, un petit pays comparé à ses voisins, mais dans lequel, grâce à ses 5 frontières, le triomphe d'une révolution pourrait faire basculer cette fois définitivement l'ensemble du sous-continent latino-américain, il avait dû abandonner ses attributs si caractéristiques, délaisser son surnom et même changer de visage. Le Che était une figure extrêmement connue à travers le monde, extrêmement médiatique, et pour des raisons de sécurité, il devait se déguiser. Il devait adopter un accoutrement pour pouvoir passer inaperçu. Les techniques de camouflage étaient complexes. On lui a complètement changé sa dentition. On lui a aussi épilé les cheveux comme ça, un à un, pour qu'ils ne repoussent pas trop vite. C'était douloureux, très douloureux. Sous le regard amusé de Fidel Castro, les services secrets cubains, que le Che avait contribué à fonder, le transforment. Costume cravate, épaisses lunettes, mèches blanches et calvitie sur le sommet du crâne, le visage archétypal du révolutionnaire argentin est remplacé par celui plus banal et passe-partout d'un négociant uruguayen nommé Ramón Benítez. Mais malgré le talent des maquilleurs cubains, son image finit tout de même par le perdre. Car après plusieurs mois de guérilla dans les montagnes de Bolivie, Che Guevara est redevenu lui-même et commence à faire parler de lui. C'est même un journal qui évoque en premier sa présence et attire les regards des autorités et de la CIA. Des milliers de soldats boliviens encadrés par des instructeurs nord-américains sont lancés à sa poursuite. À l'issue d'un combat qui voit plus de 2000 hommes attaquer les quelques guérilleros encore en état de se battre et malgré une résistance farouche, Che Guevara est arrêté. Ramené dans le petit village de La Higuera, on le prend une dernière fois en photo vivant. Des soldats prennent la pose à ses côtés. Et puis, le 9 octobre 1967, au lendemain de son arrestation, on l'exécute. On se partage ses effets, on expose son corps dans un lavoir et l'on convoque la presse pour immortaliser l'événement. Comme par une ironie du sort, pour parfaire l'analyse de ses empreintes, c'est dans les journaux du jour que ses mains coupées sont envoyées à une antenne de la CIA. C'est un trophée, ça apparaît comme une victoire formidable pour l'armée bolivienne, une victoire
militaire et puis une victoire politique pour Washington. Ils avaient besoin de montrer qu'il était mort, de l'exhiber au monde entier. Et ils espéraient qu'en faisant ça, il saperait le rêve, qu'il donnerait la preuve de son échec et de l'idéal qu'il incarnait. Ces images font le tour du monde. Et c'est d'ailleurs sur leur foi que Fidel Castro annonce officiellement et en direct à la télévision cubaine la défaite du guerriero héroïque. Et pourtant, paradoxalement, le fait de faire filmer son corps dans cette position, avec son apparence physique, a participé à l'élaboration de son mythe. Et il est devenu un symbole révolutionnaire dans le monde. Et c'est vrai partout, aux États-Unis, en France, partout. Car afin d'effacer des mémoires l'image d'un Che Guevara gisant, la jeunesse rebelle de 68 préfère arborer le portrait du guerriero héroïque. Et c'est bien ainsi que malgré son assassinat en catimini, ses mains coupées et l'enfouissement de son cadavre à la va-vite au bord d'une piste d'aérodrome, Che Guevara est devenu l'un des plus grands mythes du XXe siècle. Parce qu'il continue de représenter sur les écrans comme dans les mémoires l'exemple même du révolutionnaire intégral prêt à tous les sacrifices pour bâtir un monde libre, juste et solidaire. Une figure archétypale dont le capitalisme a cru un temps pouvoir s'accommoder, mais qui demeure le vivant portrait non pas de la révolte, mais de la révolution. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Bonsoir, bonsoir, vous êtes toujours sur le plateau de Retour aux sources. Che Guevara, le mythe et son double, qui était-il vraiment? C'est la question que je vais poser ce soir à mes deux invités, Monsieur Jean Cormier, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous avez réalisé 3 documentaires sur Che Guevara et c'est votre 5e édition. Che Guevara, le temps des révélations. On est 50 ans après sa mort aux éditions du Rocher. Ça fait 36 ans que vous travaillez sur le sujet. Vous avez donc, évidemment, on l'imagine, regardé ce documentaire avec beaucoup d'attention. À vos côtés, Monsieur Jean-Paul Eck, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous êtes, vous, auteur de Tea Time à New Delhi aux éditions Luce Wilquin, qui raconte ce qu'aurait pu être la rencontre entre Indira Gandhi et le Che en juillet 59, donc de façon romancée, mais évidemment, on imagine que vous vous êtes penché sur la question. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Alors, ce film, Che Guevara, le mythe et son double, ce qui frappe en premier lieu, et même si on les a vus des dizaines de milliers de fois, ce sont ces images, et particulièrement les images de son corps mort. C'est toujours impressionnant, Jean Cormier. Oui, ceux qui l'ont tué ont fait vraiment une énorme bourde, c'est-à-dire en l'éliminant et en montrant ce corps à tous les Andins, c'est-à-dire les petits Indiens de la Pachamama, la terre-mère des Incas, ils en ont fait immédiatement un mythe. Ce qu'ils ne voulaient pas faire, ils voulaient l'enterrer. En général, forcément, c'est l'effet inverse qui se produit. Oui, mais là, ça a été l'effet Che, c'est-à-dire que dès sa mort, le montrer d'une façon christique, allongé dans ce lavoir, criblé de balles, avec ses cheveux longs et les impacts des balles, l'a magnifié au point d'en faire un mythe et c'est d'ailleurs sur ces images que s'ouvre le documentaire. Mais ouais. Che Guevara, c'est aussi une image vivante, un portrait, celui de Corda, mais pas que. Jean-Paul Eck, c'est toujours ça qu'on retient. Oui, alors je pense encore plus aujourd'hui qu'à certaines époques où il y a même eu une période où on a un peu oublié Che Guevara. Puis une époque où on l'a un peu oublié.
oublié, ou en tout cas il s'est un peu estompé, et puis il est revenu effectivement depuis, je ne sais pas, 10-15 ans peut-être, et c'est vrai qu'aujourd'hui vous vous promenez n'importe où dans le monde pratiquement, vous voyez ces échoppes où on vend un peu de tout, et il y a l'inévitable t-shirt ou le drapeau à l'effigie de Che Guevara, parfois dans des circonstances absolument... C'est vraiment très ironique par rapport aux valeurs qu'il défendait et surtout à ce contre quoi il se battait. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ce qui marque aussi dans ce film, c'est qu'on le regarde avec nos yeux de 2017, presque 2018, l'ère des réseaux sociaux, du tout à l'image. On oublie que c'est la première révolution filmée et qu'il a déjà un sens incroyablement moderne de la communication, du travail de l'image. Oui, alors très certainement. Et d'ailleurs, Fidel Castro était un expert en communication. C'est surtout lui qui, dans la Sierra Maestra, permettait à certains journalistes, des équipes de télévision américaines, de passer parfois plusieurs semaines avec la guérilla. Pas mal de journalistes sont montés dans la Sierra pour prendre des photos. Il y a d'ailleurs des mises en scène absolument ubuesques où on fait tourner en rond les guérilleros plusieurs fois autour des caméras pour donner l'illusion qu'ils sont très nombreux alors qu'ils ne sont que quelques dizaines à peine. Et donc, d'emblée, effectivement, la révolution cubaine joue le jeu des médias, et les médias le lui rendent bien d'une certaine façon, parce que tout le monde, tous les journalistes veulent aller voir ces guérilleros. Et à ce moment-là, Che Guevara, qui est aussi intéressé par la presse, c'est un photographe, il ne faut pas l'oublier, il s'intéresse beaucoup à la radio, la fameuse radio Rebelde, et il joue le jeu, mais il n'est pas encore véritablement à l'avant-scène, comme il le sera bien plus tard, en fait. Mais comment se fait-il qu'un homme, et même plus encore un portrait, deviennent à ce point emblématiques? Alors évidemment, on est dans une époque particulière, évidemment, il a un charisme indéniable, évidemment, son assassinat fait de lui un mythe, mais quand même, pourquoi lui, Jean Cormier? Bien, il était ce que Fidel a appelé un polifacético, c'est-à-dire multifacette. Il était doué pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'était un artiste de la guérilla, un artiste tout court qui écrivait des poèmes. C'était un grand sportif. Il a pratiqué une dizaine des sports, des Jeux Olympiques. Médecin. Il était, j'y arrivais, il était médecin en fait pour soigner son asthme, parce qu'il était asthmatique, et ça a une place vraiment très importante dans sa vie. Donc il n'avait pas peur de la mort, puisque c'était une sorte de mort vivante quand il avait 3-4 ans. Mais ce qui fait son aura a quelque chose, par définition, d'inexplicable, qui va bien au-delà, puisque ça dépasse les frontières géographiques, évidemment, mais aussi idéologiques, puisqu'il devient un emblème, même dans des pays qui n'ont pas forcément d'histoire révolutionnaire. Je pense qu'il avait un charisme particulier déjà. C'était une personnalité vraiment hors du commun. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui l'ont rencontré, même quand il était jeune adolescent, il marquait tout le monde par son comportement, un engagement. Jean Cormier a parlé de son côté sportif. C'était quelqu'un qui se donnait à fond dans tout ce qu'il faisait, mais d'une manière peut-être même un peu démentielle. Il y avait quelque chose d'excessif chez lui. Et en même temps, il captait la sympathie. Tout le monde avait envie d'être ami avec lui. Lui n'avait pas nécessairement envie d'être ami avec tout le monde. Ça, c'est une autre facette de son personnage. Et puis alors, effectivement, à partir du moment où il a cette conviction politique qu'il faut se révolter les armes à la main, parce qu'il a eu une période où il pensait que la révolte pouvait se faire sans armes. Il était un admirateur, jeune adulte, de Gandhi, par exemple. Mais à partir du moment, effectivement, où il vit un certain nombre de situations, il vit le coup d'État au Guatemala en 1954, et il est révolté par l'action des Américains dans ce coup d'État. Et vraiment, ça, à ce moment-là, ça le persuade que c'est le recours aux armes qui va vraiment permettre de changer la donne. Parce que dans le film, on a l'impression qu'il prend goût à ces armes, qu'il prend goût à la guerre, et parfois on peut se demander si cette soif de se battre ne dépasse pas le reste. Moi, là, je défends le Che, en ce sens qu'à l'époque, c'était quand même tout à fait autre chose. Les Américains avaient mis leurs grosses pattes sur tous les pays d'Amérique latine. Ils ne laissaient absolument pas un pays fonctionner par lui-même. Donc le Che avait bien compris que la seule manière de repousser ces Américains, enfin l'impérialisme américain, c'était de prendre les armes. Il n'y avait pas d'autre solution. La parole n'existait pas, ne suffisait pas. C'est même pas qu'elle ne suffisait pas, on ne la donnait pas. Donc on prenait les armes, puisqu'on ne pouvait pas prendre la parole. Alors pour parler de la fascination adolescente, toute génération confondue, pour ce personnage du Che, est-ce que c'est un cliché finalement? Les adolescents se prennent de passion pour des destins tragiques, pour des rebelles incompris, ou est-ce qu'il y a plus que ça?
Je pense que la fameuse image de Korda que tout le monde connaît, a joué énormément. Il était très photogénique aussi, quand même. Oui, parce que j'allais poser une question, mais je me suis dit, je vais avoir l'air d'une midinette. Mais quand même, il a, une gueule, un physique. Est-ce que l'histoire aurait été la même sans ce visage-là? Je pense que non. Je pense que non aussi. J'ai eu la chance de connaître Korda. Il prenait des photos. Il y avait Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, il y avait Fidel. Et puis d'un seul coup, il y a un blanc ou un noir, là, il y a un trou. Et apparaît cette gueule invraisemblable qui lui a fait faire un recul, tellement il était impressionné par le visage terrible du Che, qui est à la fois magnifique, beau, mais qui transperce l'histoire. Et c'est la photo mythique que l'on connaît. Et qui a tout déclenché, et que l'on retrouve partout, en début d'émission, dans toutes les manifestations aujourd'hui. Qui n'ont plus forcément grand-chose à voir avec ce que lui défendait, sur des t-shirts, des groupes de musique. C'est cette photo-là, en fait, qui a été son arme, et en même temps une arme à double tranchant. Je me permets de dire qu'elle a totalement à voir quand on la retrouve dans toutes les manifestations aujourd'hui, de par le monde. Parce que c'est le symbole de la Révolution. C'est le symbole de la Révolution et de la contestation aujourd'hui, de la contestation pour la jeunesse. Et de la rébellion, peut-être. De la rébellion aussi, oui. Absolument. Mais c'est vrai que quand même beaucoup d'adolescents ou de jeunes adultes qui brandissent le portrait de Che Guevara ne savent pas grand-chose sur lui. Et peut-être que là, il y a un terrible malentendu. Est-ce que vous pensez qu'il jubilerait aujourd'hui de ce savoir à ce point médiatisé? Surtout pas. Non, sûrement pas. Sûrement pas. C'est le contraire de ce qu'il espérait, de ce qu'il voulait. Non, non. On voit que son image lui a échappé, même déjà de son vivant, puisqu'il a dû se cacher, se déguiser. Avant de se cacher, il jouait le jeu de se montrer, justement. Il ne se montrait pas pour montrer Che Guevara, il se montrait pour faire parler de la Révolution. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il avait son propre journal dans la Sierra Maestra. Il savait communiquer. Fidel était un grand communicant et le Che était un très très bon relais. Jean-Paul, où est-ce que vous positionnez par rapport à ces détracteurs, à ceux dont on l'accuse, un homme brutal, un bourreau fanatique, responsable d'exécution, sommaire? Moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement ce choc entre le recours à la violence, qui est une réalité historique, et d'autre part, cette tentation qu'il a pu avoir à certains moments de recourir justement à la non-violence. Et la porte d'entrée que j'ai choisie, si vous voulez, c'est sa rencontre avec l'Inde, avec Nehru, avec Indira Gandhi, un fait réel, donc en été 1959, et où fatalement il a été confronté, je dirais, à la logique de la révolution entre guillemets indienne, qui s'est faite dans une certaine non-violence, puisque c'était les idées de Gandhi qui étaient encore à ce moment-là portées au pinacle et qui avaient été le moteur véritablement de l'indépendance de l'Inde. Et je me suis vraiment posé cette question-là. Lui, Che Guevara, qui avait fait le choix de la violence, parce que probablement il n'y avait pas d'issue en Amérique latine, d'autres issues en Amérique latine à ce moment-là, confronté à un pays énorme, peut-être l'un des plus grands pays du monde, qui avait fait le choix de la démocratie et qui, lui, justement, avait refusé l'usage de la violence. Et je trouve que là, il y a un intéressant problème philosophique, on peut dire. Et donc, j'ai essayé d'imaginer ce que ces personnages ont pu se raconter. Et donc, c'est ce qui s'appelle une exofiction. Oui, vous imaginez, mais sur base, évidemment, de faits historiques. Oui, d'une documentation très, très solide, enfin je l'espère, quoi. Et ce qui est clair, c'est que Che Guevara, je crois, était quelque part très chevaleresque. Alors ça peut paraître un petit peu naïf de dire les choses comme ça, mais il y a plein de témoignages où, par exemple, dans les combats de la Sierra Maestra et en Bolivie également, où ils font prisonnier des soldats qui, je veux dire, ils sont vraiment en train de s'entretuer, ils les font prisonniers et ils ne les exécutent pas, ils les relâchent. Et certains commentateurs disent, mais c'est une erreur tactique, une erreur militaire. Il aurait dû exécuter ces gens-là, mais non, il les relâche en disant « nous, on ne fait pas ça ». Et il les laisse partir. Et quand il était procureur de la Cabana, donc au lendemain de la prise de pouvoir à La Havane, en tout début janvier-février 1959, sa femme, Aleida, témoigne du fait qu'il avait beaucoup de difficultés personnelles à admettre les exécutions, et lui-même n'assistait pas aux exécutions, et même pas tellement au procès, parce qu'il était très mal à l'aise avec l'idée de devoir exécuter des gens qui, par ailleurs, avaient été vraiment des bourreaux exécrables, quoi, véritablement. Et Vous avez l'air de confirmer, Jean. Oui, bien sûr. Merci de dire cela. Oui, bien sûr, parce que lorsqu'il y avait un combat,
le combat s'achevait. Les combats de la Sierra Maestra étaient remportés par Fidel et ses hommes, dont le Che en première ligne. Et comme il était médecin et chirurgien, après avoir soigné ses propres hommes, il traversait la ligne et il allait soigner ceux d'en face. Et un soir, ou dans la nuit, puisque tous les combats avaient lieu la nuit, le médecin d'en face lui a dit « Moi, je ne peux plus rien faire, vas-y à toi ». Il a filé son bistouri et c'est le Che qui a continué à sauver les ennemis. On est 50 ans après sa mort. Est-ce qu'il est l'heure de se dire que voilà, c'était une figure incontournable, indiscutable presque, ou est-ce que c'est le moment justement de bousculer ce mythe ? Alors, moi, je pense que c'est un personnage proéminent de l'histoire du XXe siècle. Ça, quoi qu'on en pense par ailleurs, on ne pourra pas défaire ça. C'est un fait historique. Je pense que l'heure est à l'histoire, comme ce que fait Jean Cormier et d'autres historiens. Donc, c'est-à-dire sortir effectivement du mythe ou de la propagande, parce que ça, on n'en a pas encore parlé, mais à un moment donné, l'image de Che Guevara a quand même été utilisée ad nauseam par une certaine propagande politique. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Je pense que maintenant, c'est les historiens qui doivent s'emparer du sujet, ou les romanciers, quand l'histoire, justement, a des trous. Hein. Donc, on ne sait pas tout sur Che Guevara. Et je ne sais pas ce qu'en pense Jean Cormier, mais il est probable que dans un avenir relativement proche, des documents vont sortir qui sont encore cachés à la Havane, des témoignages. Régulièrement sortent de nouvelles informations. Et peut-être que dans quelques années, on en saura encore beaucoup plus. Qu'aurait pensé, à votre avis, Che Guevara de cette poignée de main entre Raúl Castro et Barack Obama? Moi, j'ai posé la question dans le bouquin. C'est de l'Uchronie, évidemment. Hein. On peut imaginer beaucoup de choses, Jean-Paul. Moi, je n'ai pas trop d'avis sur la question parce que le monde a changé. Et plus généralement, de la levée de l'embargo. Le monde a changé. Je pense que ce qu'a connu Che Guevara dans les années 60, si vous voulez, ce rapport de force dans le cadre de la guerre froide, c'était quand même un contexte très particulier. Le rapprochement entre Barack Obama et Raúl Castro, c'est un autre monde. Tout a changé. C'est difficile de l'imaginer avoir vieilli dans ce monde-là. On imagine mal, enfin, je ne suis pas le premier à le dire, on imagine mal Che Guevara à près de 90 ans. Aujourd'hui, c'est presque impossible. On n'arrive pas à superposer l'image d'un vieillard comme Fidel Castro à la toute fin et cet homme dans la force de l'âge, il a 39 ans quand il meurt, mais qui quelque part, je ne sais pas si Jean Cormier sera d'accord, lui-même n'entrevoyait pas non plus tellement quel pourrait être son avenir. Vous parliez tout à l'heure de la force du mythe, nous parlions, et le mythe existe parce qu'il est mort à un âge christique dans les 30 ans, même s'il est mort à 39 ans. S'il était mort à 45 ans, déjà, ou 50 ans, la légende a été vraiment, évidemment, façonnée, forgée par le fait qu'il était dans cet âge christique. Tout était fait, il avait rendez-vous avec l'histoire, et cette histoire parle via la légende. Merci Jean Cormier, merci Jean-Paul Eck. Alors je rappelle vos ouvrages à tous les deux, Che Guevara, Le temps des révélations, pour vous Jean Cormier aux éditions du Rocher. Ils se serrent la main, je pense qu'ils ont passé un bon moment et qu'ils sont d'accord en plus. Et Jean-Paul Eck, Tea Time à New Delhi aux éditions Luce Wilquin. Merci de nous avoir suivis, merci à vous. On se retrouve très vite pour un nouveau retour aux sources. D'ici là, n'oubliez pas votre rendez-vous de l'histoire en radio sur la première dans l'émission de Laurent Dehaussay. Un jour dans l'histoire. Belle soirée, à bientôt. Le FIF, c'est le Festival international du film francophone de Namur. Sympa, on passe un bon moment. Et pour le partager, un journal quotidien qui se fera un plaisir de... critiquer un film en direct en plateau. Avec l'aide d'une équipe très sérieuse. Ici, le jury junior, c'est juger des films. Entièrement réalisé par les étudiants de l'ELB et de l'IEX. Allez, bravo pour ce défi réussi. Silence au FIF, tous les jours de la semaine, sur la 3.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur la Une en ce vendredi soir. Nous sommes le 6 octobre 2017 et c'est le moment, c'est l'instant. La Loterie Nationale vous propose à présent de suivre les tirages Euromillions et Joker Plus. Alors le jackpot Euromillions n'a toujours pas été remporté au dernier tirage de mardi soir et ce jackpot atteint ce soir le montant de 190 millions d'euros, un jackpot record depuis le début de cette année. Et si vous deveniez scandaleusement riche ce soir, c'est tout ce que je vous souhaite. La réponse tout de suite en images depuis Paris, on croise les doigts et c'est parti. Et je vous rappelle le montant du jackpot, 190 millions d'euros ce soir. Tout est sous contrôle, tout est en place à Paris. Le tirage va pouvoir commencer rapidement. C'est parti. Voici la première boule qui porte le numéro 15. Le deuxième numéro ce soir, le numéro 1. Voici qu'arrive la troisième boule, le numéro 9. Et nous poursuivons ce tirage avec l'arrivée de la quatrième boule. Il s'agit du numéro 25. Sont déjà tombés ce soir les numéros 15, le numéro 1, le numéro 9, le 25. Et voici qu'arrive la cinquième boule. C'est le numéro 19. Alors, vous le savez, ce tirage Euromillions n'est pas encore tout à fait terminé. Nous allons poursuivre à présent avec le tirage des 2 étoiles de la chance pour tenter de décrocher ce jackpot de 190 millions d'euros. Voici la première étoile, c'est la 1 et encore quelques instants de suspense. Suspense qui prend fin avec l'arrivée de la seconde étoile, c'est la 7. Alors, je vous rappelle la combinaison gagnante. Ce soir, il fallait jouer les numéros 1, 9, 15, 19, 25. Les 2 étoiles de la chance, la 1 et la 7. Voici à présent la combinaison gagnante du tirage du Joker Plus de ce soir. 6, 6, 1, 5, 2, 1. Et le signe astrologique, c'est le Sagittaire. Et voilà, ce tirage Euromillions est déjà terminé et j'espère que vous faites partie des très nombreux gagnants de ce soir. Vous pouvez prendre connaissance des résultats financiers d'ailleurs dès ce soir en appelant notre ligne Europhone, le 0900 22 311. Résultats également publiés après chaque tirage sur la page Facebook Euromillions. Nous nous retrouverons mardi prochain, mardi soir sur la Une, aux alentours de 22h30 pour suivre un autre tirage Euromillions Joker Plus. N'hésitez pas à tenter votre chance, passez un excellent week-end et jusqu'à mardi, suivez votre bonne étoile. La mienne est à vos côtés, bien entendu. Bonsoir à tous. Allô. Le premier bonbon mariant la saveur caramel et la fraîcheur des plantes Ricola. Maintenant disponible près de chez vous. Salut, c'est Raja Nangolang, c'est Divo Korigi. Thomas Vermaelen, c'est Kevin De Bruyne. Bonjour, c'est Nasser Chadli. Si comme moi tu aimes le hip-hop. Si tu aimes le hip-hop, télécharge l'app Tarmac. Télécharge l'app. Tarmac, Tarmac, Tarmac. Ton nouveau player 100% hip-hop. Tarmac, the new playground. Les petites annonces des IST. Bonjour, moi c'est l'herpès génital. J'aimerais devenir ton amant pour la vie. Je passe souvent inaperçu. Quand on me remarque, on s'en souvient généralement pendant longtemps. Quoi que tu fasses, même si tu traites mes boutons, nous resterons inséparables. Et ne t'inquiète pas, tu remarqueras vite quand je suis de retour. N'oublie pas le préservatif. Si t'as pris un risque, pense au dépistage. Plus d'infos sur dépistage.be. Une campagne de Sidasos avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF.
adressons à tous les citoyens révoltés